Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Bonjour, bienvenue à tous et à tous. Comme toujours, nous allons vous faire découvrir un monde riche en diversité et en partage. En fin d'émission, nous aurons en ligne Éric Garnier avec sa chronique C'est à voir. Il nous présentera 2 films encore sur les écrans. Dans notre chaleureux studio, j'ai le plaisir d'être entouré de personnes passionnées qui vont m'accompagner tout au long de cette émission avec Valérie Beau, qui nous emmènera dans une nouvelle découverte à travers sa chronique J'écris ton nom. Bonsoir Valérie. Bonsoir à toutes et tous, quel bonheur d'être avec vous. Eh bien moi aujourd'hui j'écris le nom de Rose Valland et je suis très heureuse parce qu'on va découvrir sa vie au théâtre et en visibilité lesbienne. Voilà, c'est plus simple à dire. Jean-François Karizik, notre expert futur. Et vous, aujourd'hui, Jean-François, tu vas nous parler d'amour à travers un guide qui n'est pas le Kama Sutra, mais un guide universel, et de Maurizio Pollini, le grand pianiste. Je le prononce bien. Bonsoir, Jean-François. Et puis un petit clin d'œil au pianiste Maurizio Pollini qui est décédé ce week-end. Également présent Nicolas Rividi avec nous avec sa chronique Le plus de l'actu. Bonsoir Nico. Bonsoir cher Brahim et bonsoir à toutes et tous chers auditeurs. Ce soir dans Le plus de l'actu, le long calvaire des LGBTQIA+ en Russie. Merci d'être là aussi, ça va être passionnant. On va en savoir des choses avec toi tout à l'heure. J'espère, oui. Et tu vas tout démontrer que Poutine, c'est pas ton fort. Ouais, je vais dire globalement que c'est un gros connard. Hein. Je spoil un peu, mais bon, vous comprendrez. Et enfin, pour rythmer notre émission, Nathan Hilero et Anatole Macha, nous ferons quant à eux vibrer avec les sons de la fierté. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Brahim. Eh bien ce soir, on va parler de Fortet. Anatole et Nathan. Moi, Brahim, en fait, je vais vous parler d'un artiste nouveau d'ailleurs qui vient de sortir. C'est surtout un très très bon artiste de néo-soul. Qui commence vraiment à être vraiment très très fort d'ailleurs et qui commence à devenir de plus en plus connu. Je vais parler bien sûr de Jalen Ngonda. Merci de rester avec nous. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Alors Nicolas, une info qui a fait l'effet d'une bombe, c'est le cas de le dire. La Russie a classé il y a quelques jours le mouvement LGBT international comme groupe terroriste, mon Dieu. Oui, Brahim, voilà qui vient coiffer plus de 20 années de politique lourdement répressive à l'égard des personnes LGBTQIA+ en Russie. On l'oublie pourtant trop souvent, nos camarades de lutte ont été les premières cibles du régime totalitaire mis en place par Vladimir Poutine. Celui devant lequel l'Europe s'agenouille depuis près de 20 ans est presque un inconnu du grand public lorsqu'il est propulsé président du gouvernement russe par un Boris Eltsine exsangue en 1999. À cette époque, la guerre fait rage en Tchétchénie et l'instabilité gronde en Russie. Il ne faut pas oublier que l'Union soviétique s'est effondrée à peine 7 années auparavant. Face à ce que la Russie considère comme une menace intérieure, et bien que la Tchétchénie soit officiellement un État indépendant, cet ancien espion communiste pur jus devient le symbole du finisseur de guerre. La violence est indescriptible et pour lutter contre une menace islamiste en Tchétchénie, Poutine finit par installer un leader islamiste, toujours en poste d'ailleurs, il s'agit de Ramzan Kadyrov. La victoire toute relative de la Russie en Tchétchénie dessine à l'évidence la figure de Poutine sur la scène internationale. Froid, méthodique, efficace, violent, donc fréquentable. D'autant que, il faut le rappeler aussi, la Russie possède de très importantes ressources gazières, pétrolières et uranifères, sans parler des nombreuses ressources en minéraux divers et en métaux divers, nécessaires à nombre de pays européens. Et la France n'échappe pas à cette règle. Poutine continue son parcours politique et imprime une marque profonde dans la société russe. Les chefs des grands corps constitués russes sont offerts à des ex-collègues du FSB, descendants du KGB, y compris jusqu'au patriarche orthodoxe de Moscou, Kirill, qui est en poste depuis 2009 et qui est un ancien agent du renseignement. Dans ce monde corseté, Poutine règne au sens propre. Il fait et défait les grands et les dynasties. Mais tout ça ne nous explique pas en fait en quoi les LGBTQIA+ sont les premières victimes de Poutine. Attends.
on y vient. Afin d'asseoir son autorité à l'intérieur de ses frontières, Poutine, comme tout autocrate qui se respecte, dispose de 3 leviers. Le premier d'entre eux, c'est l'ordre, la réduction au silence de toute contestation, aussi bien du pouvoir que de la société, allant croissant évidemment avec l'explosion du nombre de militaires, forces de sécurité et milices privées. Le groupe Wagner en est un exemple assez connu. Le second, c'est la désignation des traîtres à la patrie, les ennemis intérieurs qui doivent être éradiqués afin de purifier le sang russe. Là, on est exactement dans la définition d'un régime fasciste tel qu'on l'a vu émerger au milieu du XXe siècle. Le troisième, c'est la proclamation d'un modèle social traditionnel dont dépendrait la grandeur de la Russie contre les masses décadentes à l'œuvre. Dans la Russie des années 2000, les personnes LGBTQIA+, représentent donc au titre de ces 3 piliers le diable absolu pour Poutine qui n'hésite pas à faire plus ou moins directement de nos adelphes les boucs émissaires d'une situation économiquement délicate. C'est dans ce contexte aussi que d'abord des interdictions et des répressions de Pride russes ont été organisées avec des arrestations, des détentions et tortures de militantes et militants. C'est largement documenté par des ONG comme l'ILGA par exemple ou Amnesty International. Le pouvoir a également encouragé des groupes prétendant lutter contre la pédophilie, mais créés en fait pour piéger et brutaliser des gays via par exemple des sites de rencontres sur Internet. Il a aussi encouragé son voisin vassal, la Tchétchénie, à organiser une répression violente des personnes LGBTQIA+, avec arrestations, brimades, meurtres familiales et déportations massives. Il y a des associations chez nous comme l'Ardis qui travaillent pour accueillir justement les réfugiés de ces violences. Alors, plus récemment, la Russie a interdit la possibilité d'effectuer une transition de genre. Elle a aussi criminalisé ce qu'il désigne comme propagande LGBT. Donc le simple fait de parler des sujets LGBT est un motif d'incarcération. Et depuis ce week-end, donc, le mouvement LGBT international, alors très franchement, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais visiblement ça parle à la petite bite qui squatte au Kremlin. Le mouvement LGBT international, disais-je, est donc désormais classé comme organisation terroriste. Alors, Poutine attaque aussi d'autres minorités, ainsi que des journalistes et des opposants politiques, Nicolas. Bien sûr, évidemment, Poutine attaque tout le monde, et méthodiquement, celles et ceux qui se dressent sur sa route. Dana Politkovskaya, à cette époque, la 21e journaliste assassinée. Alors, depuis l'accession au pouvoir de Poutine, quand on commence à compter, c'est qu'il y a vraiment un très très gros problème. À Alexei Navalny, mort récemment dans des conditions pour le moins étranges, dans un goulag qui ne disait pas son nom au fin fond de la Sibérie. La liste est longue des victimes du totalitarisme russe sur ces 25 dernières années. Les migrants africains, par exemple, sont aussi très maltraités en Russie. C'est même un comble d'ailleurs que quelques dictateurs en Afrique, avides de compenser l'étroitesse de leurs caleçons, s'offrent à un allié russe de circonstance qui les considère d'abord, avant tout, comme des sous-hommes. À genoux devant le tsar, voilà bien une position qui ne me semble pas tout à fait en phase avec les valeurs traditionnelles répandues ad nauseam par un Poutine satellisé. Sans les oublier, toutes ces victimes. Il faut noter que nos victimes n'ont jamais fait la une des magazines, n'ont jamais fait les gros titres d'un quotidien national, n'ont jamais été ou éventuellement très rarement mentionnées dans les nombreux reportages consacrés aux dérives du pouvoir russe. Comme souvent, nous crevons en silence et dans le noir, et on ne peut que constater, avec une pointe de tristesse et d'inquiétude, la découverte du pire dans le regard de nos congénères lorsqu'ils découvrent l'étendue du désastre des années après que la première alerte fut sonnée, comme dans le vide spatial, sans transmission possible du message. Faites attention, il attaque les LGBTQIA+. Alors qu'est-ce qu'on peut faire et que peuvent faire les pays occidentaux et les citoyens même contre cette violence, Nicolas? Alors cette répression organisée ne peut avoir que des conséquences funestes. D'abord évidemment pour nos camarades en Russie qui se retrouvent désormais logés à la même enseigne que des groupes comme Daesh. Ensuite pour toutes les personnes qui vivent dans la sphère d'influence russe. J'ai mentionné l'Afrique d'ailleurs quelques paragraphes avant. J'avais fait une chronique là-dessus il y a quelques temps. Et effectivement, ça peut avoir une incidence sur le vécu des personnes dans cette sphère d'influence. Et puis ensuite aussi pour les millions de personnes qui pourraient faire demain l'objet d'attaques de la part des services russes à l'étranger, au prétexte qui, elles, représenteraient une menace pour la sécurité nationale. Au-delà du ridicule de la situation, parce qu'il faut quand même un peu en rire, les conséquences d'une telle annonce sont loin d'être neutres. Si j'étais encore un peu optimiste, je trouverais un truc passe-partout à base de table des négociations ou de compromis pour essayer, à minima, de colmater les piles d'un pont dont le tablier serait déjà rompu depuis longtemps. En toute honnêteté, je pense qu'il est trop tard
et depuis longtemps. Il ne s'agit pas là de jeter les Russes avec Poutine et de considérer que plus rien ne pourra plus nous réunir, mais en l'état, en ajoutant à cela la guerre d'invasion menée en Ukraine et celle à venir éventuellement en Pologne ou dans les États baltes si l'Ukraine devait être vaincue, il semble inenvisageable qu'une solution puisse se dessiner. Alors dans ce contexte, la seule chose qu'il y a à faire est d'ouvrir nos frontières de l'Europe et d'organiser le sauvetage massif des personnes opprimées en Russie, dont les personnes LGBTQIA+. D'offrir un refuge serein pour passer la tempête et les flots déchaînés de notre époque. Soyons ce que nous nous targuons d'être, une terre d'accueil. Et le plus de l'actu, Nicolas. Au début de la guerre, un jeune soldat ukrainien gay avait pris en photo son fusil d'assaut sur lequel il avait collé un sticker Rainbow. Bronca immédiate sur les réseaux sociaux, largement gangrénée par les fermatrolles russes. Certains militants, probablement de bonne foi, dénonçant l'association funeste, eurent au fait d'indiquer que ce garçon était probablement la pire des ordures nationalistes. Comme souvent, l'agresseur réel fut vite oublié, au détriment de l'agressé, doublement, qui l'était comme Ukrainien et comme gay, se retrouver de fait bien loin de nos préoccupations de nantis et de la sécurité chèrement acquise que nous refusons si facilement à tous les autres. Toujours est-il que ce ne sont pas des terroristes LGBT, évidemment, qui ont causé plus de 130 morts à Moscou ce week-end. C'est vraiment fou. Merci Nicolas. On vit dans un monde fou et surtout donc en Russie, on vit vraiment une véritable régression. Oui, alors malheureusement, j'ai envie d'applaudir, malheureusement parce qu'on préférait que tu pas écrire ce type de chronique, mais tes chroniques sont toujours brillantes et moi, ça me fait penser, dans un pays, finalement, la façon dont on nous maltraite, c'est presque un révélateur du degré de démocratie ou pas. Et effectivement, quand c'est LGBT qu'on commence à discriminer, à maltraiter, tout le monde s'affiche. Mis à part que quand ça continue, voilà où nous en sommes, jusqu'à devenir des terroristes. Alors ici, peut-être même à Homo Micro, nous sommes des dangereux terroristes qui répondons la parole de la liberté et des identités LGBTQI+. Oui, ne prenez plus aucune infusion qu'on vous offre. On sait jamais ce qu'il peut y avoir dedans. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de pays où effectivement les droits LGBT et la liberté s'amenuisent, comme en Hongrie par exemple, qui est quand même fait partie des pays très liberticides sur tous les sujets, mais dont celui-ci. Donc la Russie, évidemment, tu viens d'en parler très brillamment. J'ai le sentiment que le monde va quand même assez mal là-dessus, dans des endroits où d'habitude en Europe ça se passait quand même plutôt pas mal. Donc il faut être extrêmement vigilant. Gabriel Attal, si jamais un jour il devait visiter la Russie, il serait vraiment le malvenu alors. Oui, non, mais alors c'est vrai que ça peut se poser. D'ailleurs, il faut noter que concernant Gabriel Attal, il y a eu une saillie du ministre de la Justice du Maroc il y a quelques semaines qui a fait une vidéo dans laquelle il pointait du doigt le fait que comment allait-on accueillir un Premier ministre ouvertement gay au Maroc, sachant que ça contrevient à l'idéologie et tout, et donc il fait tout un truc pour dire que les Français ne pouvaient pas nous imposer ça, et en tout cas en tant que Marocain, si. Et donc lui, ça lui posait une vraie problématique de devoir accueillir éventuellement un ministre gay, ou en tout cas un Premier ministre au Maroc. Voilà, donc il y a des choses comme ça, et la question se pose évidemment des relations qui peuvent être nouées avec des pays qui annoncent ça. Il faudrait dire à ce ministre de la Justice marocain qu'il y a plein de gays au Maroc et même des gens d'origine marocaine qui vivent en France et qui peuvent peut-être même sur le trône. Sur le trône. Il y a des parasites au niveau de notre région, je ne sais plus si on va pouvoir émettre. Non. Momo, bisous. On se revoit à un prochain passage à Paris. Ouais. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer comment tu vois l'évolution dans ce domaine ? On est plus en régression Non, alors attention, on n'est pas en régression. Il y a une actualité quand même assez positive sur les droits des personnes LGBT qui s'expriment. Il y a des pays qui reconnaissent le mariage, il y a des pays qui reconnaissent les unions. Oui. Il y a quand même des raisons d'espérer. Voilà, il ne faut pas se focaliser sur ces pays-là, mais ce qui est certain, c'est comme souvent quand il y a de grandes évolutions, il y a une espèce d'effet
à contrario qui dit ouais, on a peur, on a machin, on a ci. Donc, ce qu'on peut espérer, et là encore en étant très positif, c'est que le temps fasse son œuvre, c'est-à-dire que Poutine n'est pas immortel, Kadyrov n'est pas immortel, Orban n'est pas non plus immortel, au moins politiquement. Et donc, à un moment, les choses vont changer. L'exemple de la Pologne, à cet égard, est assez enthousiasmant parce qu'on a là un pays qui a, pendant une quinzaine d'années, vécu des gouvernements globalement d'extrême droite. Il y a eu une alternance électorale lors des dernières élections, puisque c'est Donald Tusk qui avait déjà d'ailleurs eu des responsabilités aussi bien en Pologne qu'à l'Europe, qui a repris le pouvoir. Et donc la Pologne est en train de commencer à détricoter les mesures liberticides qui ont été prises lors des précédents gouvernements. Donc les choses peuvent changer. Il faut en revanche garantir la démocratie. Et typiquement, dans un pays comme la Pologne, la démocratie, malgré tout, même malade, a pu être garantie. Je ne suis pas sûr, par exemple, que ce soit le cas aujourd'hui en Russie. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas dans certains pays d'Afrique qui ont basculé dans des dictatures militaires ces 2-3 dernières années, alors qu'ils étaient des pays où il y avait des ferments de démocratie qui existaient. Et donc, finalement, c'est dans ce cas-là. Mais on peut citer, par exemple, l'exemple des États-Unis. Là, j'ai la dent dure contre la Russie. Mais les États-Unis, qui sont perçus comme une démocratie, comme l'exemple même de la démocratie, aujourd'hui, pour faire passer une réforme budgétaire, Joe Biden a entériné le fait que les drapeaux LGBT et plus généralement les drapeaux qui n'étaient pas des drapeaux officiels des États-Unis ne pouvaient plus être hissés sur les ambassades autour du monde. Donc ça montre que finalement, pour faire passer un truc plus grand, on peut s'asseoir sur la représentation LGBT qui est par ailleurs minable en tout domaine, et que ce petit truc qu'on pouvait avoir de pavoisement, lui aussi, on le jette à bas. Et on n'est pas sous Trump, on est sous Joe Biden, qui est censé être une personne friendly, machin, tout ce que tu veux. Donc voilà, il y a quand même des forces à l'œuvre. Il ne faut pas désespérer, mais par contre, il faut être très vigilant. Et puis voilà, enfin, je veux dire, à un moment, il va aussi falloir se battre fortement contre ces trucs-là, parce que, comme je le disais, mouvement LGBT international, si demain on est identifié au mouvement LGBT international qui est un groupe terroriste, je veux dire, il y a masse d'États qui vont attaquer des groupes terroristes en dehors de leurs frontières parce qu'ils jugent que c'est dangereux pour eux. Donc voilà, alors la vision est un peu noire, mais enfin, ça veut dire ça aussi, quoi. Ouais. On va donc contacter Amnesty International et voir comment on peut donner l'occasion aux LGBT+ de Russie de s'exprimer à notre antenne. Et bien, il doit bien avoir des associations qui ont envie de s'exprimer, donc ça peut être l'occasion à ce niveau-là. Merci beaucoup, Nicolas, et tu restes bien sûr avec nous pour la suite de l'émission. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et tout de suite, il est l'heure d'écouter Valérie Beau. Non, pardon. Oui, Valérie Beau, j'écris ton nom. Je vais parler de Rose Valland. J'avais déjà fait une chronique il y a peut-être 2 ans sur cette femme, donc j'avais découvert la vie qui m'avait passionnée. Et eh bien, on repart en arrière, on va en Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une femme résistante. Et si je vous en parle aujourd'hui à nouveau, c'est qu'au Théâtre de la Boussole est donnée donc une pièce au titre de Rose Valland. Et donc, je suis enthousiaste parce que enfin, on ne camoufle pas, on ne met pas sous le tapis, on n'invisibilise pas sa vie de femme lesbienne. Le théâtre présente ainsi la pièce. Clandestinement et au péril de sa vie, elle a sauvé près de 45 000 œuvres du pillage des nazis, un pan encore méconnu de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Elle incarne un modèle de résistance civile qui mérite d'être connu de tous et dont on veut parler à nos enfants. Une histoire d'espionnage incroyable et de tableaux sauvés pour l'amour de l'art. Là, vous me direz, on n'annonce pas encore la couleur. Mais c'est très bien, parce qu'on va juste voir un spectacle avec des enfants. C'est encouragé, en famille, et là, ce qu'on va être dans la salle, on va découvrir la vie d'une femme et à un moment, on va la voir chez elle. Et il se trouve que la personne qui lui met la main sur l'épaule et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais encore ce soir ?» parce qu'elle est encore en train d'écrire ce qu'elle a vu dans la journée, dans son travail. Donc, je vais vous parler de résistante. Eh bien, c'est tout simple. En fait,
Voilà, mais pourquoi pas? Enfin, je veux dire, nos vies sans mettre une étiquette. Et donc, allons au théâtre. Alors, en plus de la pièce, on va dire, je vais vous présenter, sans vous raconter ce qui s'y passe complètement, je vais quand même vous parler de sa vie de Rose Valland, qui est atypique. Elle est originaire d'un milieu modeste et elle naît en Isère en 1898. Rose se passionne pour les beaux-arts et l'histoire de l'art. Ses enseignants repèrent son habileté au dessin et l'encouragent à postuler aux Beaux-Arts de Lyon. C'est là qu'elle se fait déjà un nom et qu'elle rejoint à Paris les Beaux-Arts, puis l'école du Louvre et l'Institut de l'art d'archéologie. À la fin des années 30, elle commence à être bénévole au musée du Jeu de Paume. À l'automne 1939, Rose Valland est officiellement affectée au service de la direction des musées nationaux pour la protection des collections nationales. Eh bien oui, je vous dirai pourquoi la protection des collections nationales, parce qu'un air de guerre malheureusement commençait à flotter et il fallait penser à évacuer les œuvres d'art. Rose Valland témoigne donc parce qu'elle écrit un livre après-guerre qui s'appelle Le Front de l'art et il est publié en 1961 et en voici un extrait. Sanctuaire de l'art, le Louvre était devenu en quelques jours un vaste chantier d'emballage. Une fois chargées, les voitures des déménagements quittaient la cour du Carrousel, où se rassemblaient les convois. Des caisses aux numéros énigmatiques cachées au public, des chefs-d'œuvre bien connus. Elle n'en laissait pas moins derrière elle, comme un sillage d'inquiétude. Les Parisiens savaient ce que cela présageait. Les Allemands s'installent dans les lieux en novembre 1940. Et pour comprendre la suite des événements, Rose nous précise. Par une ordonnance du 15 juillet 1940, le journal officiel de l'armée d'occupation notifiait aux Français des territoires occupés l'obligation de déclarer à la kommandantur, la compétente, tous les objets transportables dont la valeur était supérieure à 100 000 francs. Donc évidemment, c'était pour les confisquer, d'autant plus si on était d'origine juive. Donc le Jeu de Paume devient durant toute la guerre la plaque tournante des œuvres ponctionnées par les nazis pour alimenter leur collection. Donc elle travaille, elle est extrêmement discrète. Et on se demande même, parce qu'on tremble, et d'ailleurs dans la pièce de théâtre, eh bien, sa compagne est très inquiète pour elle, enfin, c'est extrêmement touchant. Et petit à petit, voilà, on le découvre dans la pièce de théâtre, elle note. Je ne vous en dis pas plus. Après-guerre, Rose Valland rencontre, donc pour sa vie intime, on en sait davantage, elle rencontre une femme, la Britannique Joyce Eyre, secrétaire-interprète de l'ambassade des États-Unis, qui devient sa compagne jusqu'à sa mort. Rose Valland lui réserve une place à ses côtés dans le caveau familial. Joyce décède en 1977 et Rose la rejoindra en 1980. Pour revenir à la pièce, elle est absolument remarquable. Dans le rôle de Rose Valland, la comédienne Alexandra Saramona excelle. Alors retenez, c'est du mercredi au samedi à 19h30 jusqu'au 27 avril. Et le théâtre de la Boussole, c'est très simple, c'est à côté de la gare du Nord. C'est très accessible. Sachez également que le musée du Louvre lui rend hommage et dans le jardin des Tuileries, à côté du Jeu de Paume, a été voté au conseil d'administration du Louvre la dénomination d'une terrasse Rose Valland. Et j'attends la notice avec impatience. Va-t-elle être encore invisibilisée ? Tu l'attends avec impatience, c'est-à-dire Eh bien, j'estime qu'elle est extrêmement méconnue pour quelqu'un qui a sauvé plus de 45 000 œuvres. Ouais. C'est-à-dire que grâce à son travail de fourmi et on va dire de folie au quotidien, pendant des années, les années de l'occupation, eh bien, elle a permis de retrouver non seulement les œuvres qui étaient parties en Allemagne, mais en plus de retrouver les propriétaires des œuvres par toute la trace qu'elle a mis.
C'était une vie secrète qu'elle vivait donc avec Non, sa compagne, non, c'était pas secret parce que le directeur du musée du Louvre à l'époque, Jacques Jaujard, tout le monde était au courant, tout le monde savait. Première mise en lumière de sa vie lesbienne, France Culture a créé un podcast, podcast, on va dire, plutôt théâtral, mais on ne le cache pas, mais dans la vraie vie, c'était pas caché. Le Front de l'Art. Par contre, son livre, elle a vendu les droits et il y a eu un film qui s'appelle Le Train, qui est sorti en 64. Et il y a eu, il y a quelques années, Monument Man. Et ils ont repris la vie de Rose Valland, qui est invisibilisée, et dans son aspect lesbien, parce qu'évidemment, il faut lui faire vivre une histoire d'amour avec un homme. C'est beaucoup plus drôle pour un monde hétérocentré. Mais elle a quand même fait face à tous les dignitaires nazis, notamment Göring, qui était un fou furieux et qui venait préempter les œuvres pour les emmener dans sa demeure pour un prétendu musée du Reich à Berlin. Et elle a tenu tête à tout ça. Et c'est quand même admirable, parce qu'elle a risqué sa vie, largement. Elle les côtoyait au quotidien, puisqu'elle était au jeu de pommes et elle était les yeux... elle était espionne. Alors, en fait, elle parlait couramment allemand. Et donc, quand ils lui ont demandé si elle parlait allemand, elle a dit non. Ce qui fait qu'elle comprenait tout et elle notait tout. Et tous ces gens-là venaient à peu près tous les mois au musée du jeu de paume pour préempter les œuvres. Faire leur marché. Ils faisaient leur marché. Et elle réussissait à faire disparaître cette toile avant qu'ils mettent la main dessus. Tu connaissais, tu aurais pu faire aussi une chronique en fait. J'ai pas les mêmes, j'ai pas le même regard que Valérie, parce qu'elle en connaît beaucoup plus que moi, vu que c'est son métier. Ça n'est pas mon métier, les œuvres d'art, donc c'est pour ça qu'elle a quand même plus. Non, mais c'est vrai que j'avais lu pas mal de choses sur cette dame, et j'étais fasciné. Je crois que c'est un doc sur Arte qui était assez stylisé, qui était fait en forme de graphisme, de roman graphique, je crois. Tu m'arrêtes si je me trompe. Oui, je vois très bien. Où on voit effectivement le directeur de l'époque du musée du Louvre être dans la confidence de tout ce qui se passait, connaître aussi sa sexualité. C'était vraiment bien fait. Ça m'a bien éclairé. Je suis assez passionné par cette personne, en fait. Tu en avais entendu parler, Nicolas ? Alors, très rapidement, mais du coup, c'est très bien parce que ça donne un éclairage aussi, comme quoi on en apprend tout le temps. J'avais une question, en fait, quand tu dis elle a sauvé les œuvres, c'est-à-dire qu'elle les subtilisait avant qu'elles soient emmenées, ou c'est les œuvres emmenées, alors tu l'as dit un peu tout à l'heure, c'est les œuvres emmenées qu'on a pu retracer, c'est un peu des deux, Alors, comme elle notait au quotidien les œuvres qui passaient, donc, elle est même arrivée parfois à trouver aussi l'origine des propriétaires. D'accord. Donc ça, elle le notait, on va dire au péril de sa vie. Donc, quand ça commençait à tourner mauvais pour les nazis en France, ils ont chargé dans un train. Et donc, elle avertit les forces de libération. Et ils ont bloqué le train. Et le train a pu être intercepté, donc c'est ces renseignements une partie d'œuvres n'ont pas quitté la France, et puis d'autres, elles savaient où ils avaient été cachés. Et donc ensuite, au fur et à mesure de l'avancée des Alliés, eh bien, elle est allée sur place aussi, elle a donné les informations, et on a un peu retrouvé les œuvres rapidement, avant qu'elles soient aussi, il y ait des détournements, des vols, etc. Tu nous rappelles la pièce de théâtre, Alors, Valérie ? Rose Valland. Et c'est au Théâtre de la Boussole du mercredi au vendredi jusqu'à fin avril. Merci. Oui. Si je peux juste rajouter un tout petit mot en matière de femmes invisibilisées, la conquête du ciel et de l'aéronautique en comporte énormément. Il y a beaucoup de premières mondiales en avion qui ont été faites par des femmes et qui ont été complètement oubliées. Voilà. Merci Valérie. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Nous allons passer à la chronique musicale de Anatole Machin. Bonsoir, ce soir nous parlons de Fortet, de son vrai nom, Kerian Ebden, qui est né d'une mère indienne originaire d'Afrique du Sud et d'un père enseignant en sociologie. Il fait ses études à la Elliott School à Londres, dans le quartier de Putney. C'est comme guitariste qu'il forme avec Adam Yann et Sam Jeffers le groupe post-rock Fridge, alors qu'il est encore au lycée. Il crée le projet Fortet en 1998 en parallèle de son autre groupe et commence à s'inventer un genre de musique électronique extatique aux influences hip-hop, jazz et même folk, en samplant et modifiant diverses sonorités sur son ordinateur.
Son premier EP, 3625, et son premier single, Misnomer, en 1998, ainsi que son premier album, Dialogue, en 1999, sortent tous les trois sur le label Output Recordings de Lucanam, et suivant 4 autres albums sur les labels Domino Records de 2001 à 2010, ainsi qu'un recueil de remix, la moitié de ces remixes et l'autre moitié des remixes d'autres artistes, qui est sorti en 2006 sur le même label. Kerian Ebden a aussi créé son propre label Text Records et a beaucoup collaboré avec le batteur de jazz Stave Reid. Et comme beaucoup de choses qui définissent Fortet ne se racontent pas vraiment mais plutôt s'entendent, je vous propose de directement passer à la musique. Il s'agit de Tremper, une des compositions de ses récents albums disponibles sur Bandcamp. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et on poursuit l'émission avec Jean-François Kérésic qui va nous parler d'amour à travers un guide. Je vais vous parler d'un artiste queer qui s'appelle Alex Norris, que j'aurais bien invité d'ailleurs, mais qui vit en Angleterre, donc ça va être compliqué. Et comme son titre, How to Love peut le laisser entendre, il s'agit d'une BD qui laisse entrevoir la complexité des sentiments amoureux et de relations pour tous et toutes. Alex Norris propose sous forme d'étapes graphiques les différents états amoureux et toutes les possibilités que l'on peut avoir en amour. Il examine les questionnements qui animent nos rapports amoureux. Qui aimer ? Est-ce de l'amour ou est-ce du désir ? Suis-je romantique ? Dois-je répondre à la pression sociale si je suis lesbienne ou gay ? Il y a différentes façons de voir l'amour, différentes façons de les accepter et différentes façons de se trouver. La première des choses pour Alex Norris, c'est de bien se connaître soi-même. Est-ce qu'on est bien dans son célibat ? Est-ce que l'on s'aime ? Est-ce qu'on est à l'aise avec qui l'on est ? C'est sa première étape. Ni jugement, ni injonction, Alex Norris nous pousse tous à nous poser les bonnes questions et bien évidemment, avant toute chose, à se demander qui nous sommes et qui peut-on aimer. C'est beau, c'est drôle, c'est tout rose. Je vois que Nicolas a le livre entre les mains, donc il s'instruit. J'espère qu'il va nous faire un petit condensé. Alex Norris s'est fait connaître par son compte Instagram qui rassemble ses strips de BD. Il a l'humour anglais comme étendard. Je vous le conseille assez largement. Ça s'appelle How to Love. C'est par Alex Norris aux éditions Saltimbanque. Et je vous conseille aussi d'aller voir son Instagram qui est absolument magnifique. Ça s'appelle Webcomic Name où vous avez tous ces strips alignés. C'est très drôle, vraiment. Et puis son Insta perso, faut y aller aussi parce qu'il y a plein de petits dessins. Ça s'appelle Silly Alex Norris. En français, ça veut dire le foufou Alex Norris. Et je voudrais juste remercier Clémentine Gumontel du service presse pour m'avoir fait cette très très belle découverte. On parle musique ? Oui. Qu'est-ce que tu as découvert ? Qu'est-ce que tu as appris en fait en parcourant alors, j'ai appris qu'on pouvait aimer. Alors c'est assez drôle parce que on peut vraiment aimer différentes personnes et de différentes façons. Et on peut aussi se poser les questions sur ce qu'on appelle le gender fluid. Est-ce qu'on est capable d'aimer en tant que gay une femme ? Est-ce qu'on est capable d'aimer en tant que lesbienne un homme ? Il ne s'agit pas d'amour physique, hein. Ça peut être physique, mais ça peut être toutes sortes d'amour, un amour platonique, un amour démesuré, un amour passionnel. Certaines passions sont d'ailleurs complètement exemptes de sexe, ai-je appris. Alors non pas dans ce livre-là, mais d'une façon plus globale. Donc Alex Norris nous pousse vraiment à nous questionner
sur qui l'on est vraiment en termes de sentiments. Et c'est vraiment, c'est Tu vraiment t'es très retrouvé chouette. un peu? Ah bon, on se retrouve tous, oui, Ouais. oui, non, je me suis retrouvé. Alors c'est vrai que moi, je me souviens quand j'étais ado, je me posais souvent la question, et c'est la question que se pose l'un des personnages au tout début, qui suis-je et qui suis-je en capacité d'aimer, en fait? Ouais, ouais. C'est ça qui est super intéressant. Je pense que cette question, on se la pose tous, non? Ouais. Un peu. Effectivement. Qu'est-ce que tu as découvert en quelques secondes de parcours de cet ouvrage, Nicolas? Une strip très drôle d'un personnage qui dit à un autre: tiens, j'ai tué une fleur pour toi. Ah, c'est mignon. Je trouve ça très drôle. Mais c'est très beau, en plus. On passe à la musique? On passe à la musique. Alors, donc, je vous le conseille vraiment, hein, si tous nos auditeurs. Oui, montre-le à l'image, Ouais, là, je le qu'on le voit montre bien. à l'image. En fait, non, mais parce qu'on va être filmé bientôt, c'est un scoop. Non, c'est vraiment génial. Je me tourne vers les jeunes qui sont de l'autre côté, parce qu'on a des invités aujourd'hui, donc je leur montre. Voilà, je leur passe. Et je voulais aussi faire un petit saluer la mémoire d'un très très grand pianiste italien qui s'appelle Maurizio. Je ne sais pas si je fais l'accent italien comme il faut, mais c'est pas grave. Paulini. Il est décédé ce week-end à l'âge de 82 ans. C'est l'un des derniers grands pianistes de l'école classique, subtil et juste, spécialiste de Chopin, entre autres. Il laisse derrière lui de très belles interprétations pour l'éternité, parce qu'aujourd'hui c'est fini, il n'enregistrera plus. Il a fait ses derniers concerts en 2023. La plupart de ses enregistrements sont dans l'excellente maison allemande Deutsche Grammophon. Je vous recommande fortement d'y aller, et surtout, allez aussi sur sa page YouTube, et vous allez voir comment vous serez fasciné par ses mains magiques. Voilà. Merci, mais ça a été vite, dis donc. Oui, aujourd'hui j'ai fait vite. J'ai fait un piscopie, c'est-à-dire que j'étais très inspiré, donc j'ai écrit. Voilà, mais je peux répondre à toutes les questions, bien sûr. Et qu'est-ce que tu as en vue la prochaine fois? En En vue, programmation, oui. alors Comme invité. on va avoir un invité qui s'appelle Pablo et qui est barista. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que comme métier, barista. Bon, Tu vas nous le dire. bah oui, je l'ai appris aussi en même temps. C'est un spécialiste en café, alors café haut de gamme. Ce sont des gens qui sont en capacité, je vois que Nathan connaît, sont en capacité de présenter différents cafés dans différents styles, pour tous les goûts. Il paraît que c'est un sacré métier. Et voilà, donc ce garçon est en plus mannequin. Et il bosse aussi chez Saint-Laurent. Voilà, il est très beau. Très prochainement, donc. Le 22 avril. Le 22 avril. 22 avril. Et comme Merci. c'est pas filmé, de toute façon, on s'en fout qu'il soit beau. C'est- On ouais. le recevra pour ce qu'il a à dire. Mais absolument. Et il en a des choses à dire. Voilà. S'il écoute cette émission, il va m'engueuler, je sais. C'est pas grave. Merci à toi, Jean-François. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Retour à la musique, Nathan. Tout à fait, Brahim. Et d'ailleurs, je pense qu'on va démarrer tout de suite parce que je vais vous présenter en tout cas un sacré personnage actuel. Qu'est-ce que je pourrais dire sur cet artiste? Je ne sais pas comment le décrire. En tout cas, bref, il s'appelle Jalen Ngonda. C'est l'un des artistes les plus captivants de la scène soul actuelle. Sa voix, à la fois brute et élégante, respire la confiance et le charme. Son CV ressemble davantage à celui d'un vétéran chevronné alors qu'il vient à peine seulement d'éclore sur la scène musicale. Il s'est produit au Summer Stage Festival de New York, au Decathlon, au Newport Folk Festival et il a fait la première partie de Laura Mvula et Lauryn Hill au Festival de Jazz de Montréal. Et aussi, il a joué, rien que ça, bon déjà c'est déjà pas mal, hein, et il a aussi joué à guichet fermé au Royaume-Uni et dans toute l'Europe. Bref, Jalen Ngonda, en soi, il a grandi dans une famille passionnée de musique dans la banlieue de Washington DC. Il est issu, bien sûr, de parents nigérians qui l'ont appris, bien sûr, à tous les côtés musicaux. Et il faut savoir qu'il a commencé, bien sûr, ses études musicales à l'école primaire, où il s'est essayé au violon, puis à la guitare et au piano. Il écrit et il compose depuis l'âge de 14 ans. Donc déjà, c'est plutôt un petit crack, on va pas se mentir. Et c'est grâce à l'église près de Washington, dans laquelle il jouait de l'orgue, qu'il a financé sa formation. Et ensuite, qu'il a pu s'envoler pour l'Institut des Arts du Spectacle à Liverpool, en Angleterre. Donc, son apprentissage outre-Manche lui a permis de s'imprégner du coup du rock des Beatles, tout en écoutant des tontons californiens comme les Beach Boys. D'ailleurs, Jalen Ngonda assume totalement cet héritage et raconte « Mes influences et mes goûts sont au XXe siècle, mais je suis conscient de l'époque dans laquelle je vis. » Une source d'inspiration qui a donné naissance à son tout premier mini-album sorti en 2018. Son inspiration aussi, elle lui est venue en écoutant une collection de CD Motown de son père. Et parmi cette collection, on retrouve notamment The Temptations, Mary Wells ou encore Smokey Robinson and the Miracles. Et tout ça, ça lui a ouvert les yeux sur l'immensité de la musique américaine, le guidant sur la voie de l'étude et la découverte constante du blues, ancien gospel, en passant par le jazz, le rock et la soul.
Et donc, c'est d'ailleurs grâce à ses inspirations et cette voix incroyable qu'il va ensuite signer chez un des plus gros labels qui existent en termes de soul, Daptone Records, qui est pour moi ce que j'appelle actuellement le Motown de la soul, tellement ils ont des très très bons artistes. Bref, ils sont juste vraiment là-haut, tellement ils représentent beaucoup de choses pour cet univers. D'ailleurs, au passage, il y a 6 mois de cela, Jelen décide enfin de sortir son premier album, intitulé Come Around and Love Me. 11 titres de pur bonheur et de plaisir musical pour les oreilles. Si vous aimez déjà la version digitale de ces morceaux, sachez que l'album existe aussi en vinyle, et c'est encore plus jouissif de l'écouter sur un bon système sonore qui va avec. Bref, si vous voulez le voir en concert, c'est simple, il est en tournée mondiale pendant 2 mois entiers, et il fait encore quelques dates en France jusqu'à début avril, donc courez-y absolument le voir. D'ailleurs, au final, il est passé hier, dimanche 24, à La Cigale, et j'ai eu la chance de le voir en vrai. Donc, du coup, il faut savoir que j'avais eu des trucs très très intéressants avec La Cigale, parce que comme je suis allé voir et que j'avais des places qui étaient là, c'était incroyable. J'ai eu la chance déjà, il faut savoir que j'arrive pour la première partie, qui est du coup probablement à 20h. Et pour la première partie, déjà, il y a un certain MT Jones qui est là, ici. Et MT Jones, du coup, c'est tout simplement incroyable parce que la personne, déjà, en plus, c'est un guitariste qui vient de Liverpool. Donc, il est, on va dire, du coin aussi en plus parce qu'il a traîné forcément à Liverpool. C'est là où il a appris ses cours, hein, Jalen, il faut savoir. Et donc, il faut savoir que, déjà, première partie musicale se termine. Il faut savoir que même quand j'arrive à 20h, la scène, elle est pleine à craquer. Et quand je dis vraiment pleine à craquer, c'est-à-dire que tout le monde, donc y compris le balcon là qui est au-dessus, c'était rempli, c'était plein. Toutes les places étaient prises. Tout le monde était prêt à assister au concert de Jelen Ngonda. C'était vraiment un phénomène qu'il fallait voir parce que il vient de sortir son album il y a 6 mois, hein, c'est tout. Hein. Donc vraiment, pour ça, c'est quand même assez impressionnant. Et donc, il faut savoir que moi, une fois qu'il arrive sur scène, je me suis pris une claque musicale monumentale. Et quand je vous ai dit que je me suis vraiment pris une claque musicale, c'est vraiment que c'est le cas. J'ai jamais vu un artiste pareil. Il faut savoir que quand je réécoute un petit peu, parce qu'au fait, du coup, au final, je me suis préparé un petit peu à écouter l'artiste, je me suis dit, je vais quand même réécouter quelques morceaux dans le métro avant d'aller écouter vraiment l'artiste sur place. Donc déjà, forcément, je me mets dans le bain. Et bien, du coup, au final, il nous a proposé un show incroyable d'1h30 où il était avec ses musiciens. Il a ensuite décidé de faire un mini entracte où il jouait tout seul. Il a invité aussi du coup le gars de la première partie à faire un duo en guitare aussi à nouveau et faire une reprise. Quand on dit une reprise d'habitude, normalement c'est un morceau. Non, il en a fait 4. Hein. Donc voilà, royal autrement dit. Peut-être c'était incroyable. Il faut savoir que son grain de voix, il est tellement particulier. Il est capable de faire donc les voix de tête. Il est capable de faire les chœurs, donc des voix très aiguës comme des voix très très graves. Et ça vraiment, c'est très rare de voir ces trucs-là dans la soul. Et donc ça, c'est quand même extrêmement impressionnant. Quand je vous dis que vraiment je me suis pris une claque, c'est vraiment là, j'en pouvais plus. Le mec a une voix, d'un coup il monte dans les aigus. Il nous faut une voix grave. Il part en de Barry White. Comment c'est possible ? Bref, je sais pas comment le décrire, ou en tout cas décrire l'alien que j'ai vu hier soir à La Cigale. Tellement c'était incroyable. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais vous proposer d'écouter Lost, qui est pour moi peut-être le morceau qui résume mieux son talent musical et en tout cas sa voix et son grain de voix particulier, qui est donc issu de son dernier album qui s'appelle Come Around and Love Me, et on écoute ça tout de suite. Hoping to hear your voice in the midst of the smoky air.
be enough to rearrange all the worry in my little mind. You I must find, 'cause hopelessly I'm lost. Without you, I'm lost, and I can't seem to find my way. If you could see me laugh amongst the crowd, it's all for show. I hold back the tears until the last one walks out the door. If you could see my state, girl, would you too relate to the blues that's stricken my little mind? You are must find, 'cause hopelessly I'm lost. Without you, I'm lost, and I can't seem to find my way. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Éric Garnier nous rejoint pour nous présenter 2 films, sinon rien. Bonsoir Éric. Oui, bonsoir. Ça me faisait penser un peu à Simply Red, le chanteur là, magnifique que Nathan nous a sélectionné, il me semble. Bon, peut-être qu'il n'était pas né. Bon, alors 2 très beaux films qui sont encore sur les écrans, qui tournent autour, bien sûr, de héros, enfin de personnages gays. Le premier, Sans jamais nous connaître, titre assez mystérieux, que moi j'interprète comme le fait que les deux personnages principaux n'auront pas vraiment le temps de se connaître. Alors ils sont les 2 seuls locataires d'une très grande tour, donc il y a déjà un signe. Et ils vont tomber amoureux, l'un est plus réticent que l'autre. On verra pourquoi. Et progressivement, ils vont devenir amoureux, mais en traînant avec eux, comme des poids lourds, oui, leur enfance. Et l'un d'entre eux va vouloir écrire, c'est un écrivain, sur son enfance. Alors, il y a une trouvaille magnifique, une trouvaille filmique magnifique, c'est que il va retourner dans la maison où il a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans, et maison qu'il a quittée car à 12 ans, son père et sa mère sont morts dans un accident de voiture. Et donc il va retrouver la maison et il va retrouver, bien sûr c'est un subterfuge cinématographique mais qui est bouleversant, il va retrouver ses parents qui finalement, voilà, à l'âge où lui était enfant, et il est lui-même plus âgé que maintenant que ses parents. Et ça donne des scènes déchirantes, mais sans aucune exagération. C'est très très beau. Et voilà, je passe directement à la dernière scène. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi bouleversant, d'autant que la dernière scène est orchestrée, si je puis dire, par The Power of Love, qui est cette chanson extraordinaire de Frankie Goes to Hollywood. Là, vraiment, c'est impossible de ne pas fondre en larmes, mais de façon très très digne, à l'image du film. Voilà, ça s'appelle Sans jamais nous connaître. Quelqu'un l'a-t-il vu ? Valérie avait fait une chronique. Oui, il a été présenté en ouverture du festival Chéri Chéri.
Et c'est un film absolument magnifique, extrêmement bien filmé, poétique. Moi, j'ai beaucoup aimé sa poésie et ses voyages dans le temps, parce que finalement, on y croit. Finalement, quand il va dans cette maison, et puis pourquoi pas, ses parents sont là et c'est troublant, c'est vraiment très très beau et cette histoire d'amour est, comment dire, touchante de poésie et sensible entre ces deux hommes. Exactement. Vraiment, c'est un film, on peut pas ne pas le voir, c'est pas possible. Est-ce que tu as vu, Valérie, les carnets de Siegfried de Terence Davis? Allô, allô, est-ce que je vous ai perdu? Non, on t'entend bien, Eric. Tu vas nous présenter, tu nous présentes alors, le second film. Le deuxième film, et le dernier, de Terence Davis, ça s'appelle Les carnets de Siegfried. Alors, c'est pas un titre très attirant. D'abord, ça ne se passe pas en Allemagne, et les carnets, qu'est-ce que c'est que ces carnets? Alors, oubliez le titre, mais surtout, allez voir ce film qui met en scène un poète anglais qui a vraiment existé, qui s'appelle Gottfried Sassoon, et qui est né vers la fin du 19e siècle et participe à la guerre de 14-18 et il commande une troupe, mais devant l'hécatombe complètement inhumaine, il devient objecteur de conscience et on va voir ce poète se révolter et en même temps c'est un homme qui va vivre assez librement son homosexualité, ce qui est très rare à l'époque, et ce film va être ponctué d'images réelles de la guerre de 14-18 avec les poèmes, les vers qui accompagnent ces images d'archives, les vers dans lesquels il dénonce vraiment la guerre, et on va le suivre ensuite après dans ses amours pas toujours très heureuses, ces amours homosexuels, et on va l'accompagner jusqu'au bout. Il y a un rebondissement que je ne veux pas vous dire, mais en tout cas c'est très beau plastiquement, humainement, et la dernière scène, comme dans Sans jamais nous connaître, la dernière scène est absolument bouleversante. Non pour l'accompagnement de Frankie Goes to Hollywood, comme pour le premier film, mais par le contenu des dernières images. On est absolument complètement ému, et c'est pas de l'émotion facile, c'est vraiment quelque chose de très tenu, de très digne, et on a absolument pas de gêne de pleurer. Alors vraiment deux chefs-d'œuvre qu'on peut voir encore. Valérie nous montre que il n'y a pas besoin d'être un gay pour aimer ces histoires d'hommes, et donc Sans jamais nous connaître et Les carnets de Gottfried. Vraiment, vous ressortirez de ces deux films, non pas transformés, mais transportés. Autour de cette table, vous choisissez quel film, Jean-François? Tu optes pour lequel? Moi, je pense que j'irai voir les deux. Non, franchement, parce que en plus, Eric en parle très bien. Donc, la voix d'Eric au téléphone donne vraiment envie. Les sujets sont absolument formidables. Et si Valérie, en plus, valide derrière, qui était quand même une grande cinéphile, il n'y a pas photo. Nicolas, aucun des deux? Oui, parce que je suis le chiant de l'étape. Voilà. Donc non, mais après, comme les films globalement ne sont pas extrêmement motivants, voilà, ça fait deux bonnes idées de sortie et deux sujets intéressants. Les places, Nicolas, si tu n'as pas aimé, franchement. Oui, Valérie. Ce qui est intéressant, en tous les cas pour le film que j'ai vu et puis tous les films que j'ai pu voir à Chéri Chéri, c'est qu'il y a quand même un niveau de la représentation LGBT, un niveau artistique, un niveau de représentation qui est vraiment est en pleine croissance. Et on va pas seulement voir un film parce qu'on a envie de voir nos vies variées et on veut sortir de l'hétérocentrisme et on a envie de voir autre chose. Ce sont de très beaux films et qui sont à l'affiche tout public. Et là, ça fait plaisir aussi d'avoir un public varié et des réalisateurs LGBT ou pas LGBT
qui donne à voir nos vies, ses amours, nos amours, de façon vraiment très sensible, poétique, un travail sur l'image, sur la musique. Enfin voilà, ça, on a de vrais grands films et ça fait tu as plaisir, raison, ça fait du Valérie, bien. le niveau est très élevé là, vraiment. Eric, une question pour toi, Jean-François. Tu m'entends? Oui, j'entends, oui. Eric, bon, c'est Ouais. pas grave, je vais te poser la question. Il entend. Tu as un amant qui s'appelle Gottfried? Non, pourquoi? En fait, tu as commencé par nous parler de Siegfried et ensuite tu es passé sur Gottfried. Donc je voulais être sûr qu'il n'y avait pas quelque chose derrière. Oui, On s'intéresse à ta vie. en consonance germanique. Non, c'est bien. Non, c'est Siegfried, les carnets de Siegfried, pardon. Voilà. Qu'est-ce que tu as au programme très prochainement pour nous dans mon micro, Eric? Alors pour le moment, je n'ai pas de livre et je n'ai pas du tout de CD, de DVD qui sont sortis. Donc pour le moment, je suis un peu au chômage, mais je suis content de parler de deux films qui sont vraiment encore à l'affiche. Peut-être pas pour très longtemps. Merci, Eric. Tu voulais intervenir, Nicolas? Non, mais juste pour compléter la chronique sortie, je suis allé il y a quelques jours, ça devait être mercredi dernier, je crois, voir un one-man show d'un artiste qui s'appelle GC. Non, J-E-2-S-E accent aigu. Et donc c'est un jeune artiste gay qui parle de sa vie de jeune gay, et de son enfance et de ses parents, et voilà. Donc c'est assez drôle. Voilà, c'est très cynique, c'est très piquant, c'est très acide, et on se marre bien. Voilà, donc je crois qu'il est au comment il s'appelle ce théâtre derrière les arts et métiers, ça va me revenir. Enfin bon, voilà. Non. Le point virgule. Non. Et donc, du coup, bref, vous pouvez trouver sur Internet GC. Et je crois que les dernières représentations sont dans les semaines qui viennent. Là, voilà. Donc après, j'imagine qu'il va faire une tournée. En tout cas, c'était un très beau spectacle. Ça dure pas très longtemps, mais on passe un très bon moment. Et c'est aussi agréable d'entendre nos histoires. Eric, le Théâtre du Marais? Théâtre du Marais, voilà, c'est ça. Comment tu n'as pas pu trouver le Théâtre du Marais? Ben oui, écoute, qu'est-ce que tu veux? Je suis con, hein. On n'a pas la même oreillette, Nicolas. Oui, tu disais, Eric, tu disais? Oui, il faut l'inviter. Oui, on va s'en occuper. Oui. Voilà. Occupe-toi, tu sais. Merci Eric, à très vite avec nous dans les studios. Oui, j'espère. Oui, dès que j'aurai du grain à moudre, j'arrive. Eh bien, vivement que tu aies du grain à moudre. Merci. Bon, je vous embrasse tous. Si tu viens le 22 avril, tu auras une belle surprise visuelle, en tout cas. Ah, voilà, il a raccroché. Ah, non. Bien. Merci Eric. Eh bien, écoutez, c'est fini pour ce soir. Valérie, déjà, tu te rends compte? À bientôt. Ah oui, à bientôt, à très vite avec plein de nouvelles surprises. Ouais. Au revoir Nicolas. Au revoir Brahim, au revoir tout le monde. À très vite aussi. Bah oui. À très vite, Jean-François. À très vite, Brahim. Avec plaisir. Et au revoir, chers amis réalisateurs et spécialistes de la musique. Au revoir, Nathalie. Au revoir, Brahim. À bientôt. Au revoir, Nathan. Au revoir Brahim. Surtout, j'aimerais rappeler aussi, en plus, la semaine prochaine, il va y avoir probablement une reprise des chroniques sur la K-pop. On va continuer un petit peu, possiblement, notre histoire. Surtout, en tout cas, au niveau surtout de l'année, surtout 97, qui va être une année charnière au niveau de la Corée et surtout au niveau de la K-pop. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. Ça nous parle, cette année 97. Je suis né en 96. Merci. Merci Nathan, merci à toutes et à tous. Bonne semaine et à très très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.